Ce que je vais vous montrer ce matin, c'est un certain nombre d'attendus qui sont à prendre en compte à partir de maintenant pour piloter l'évolution de la mobilité, quelle que soit la mobilité à laquelle on réfléchit, soit dit en passant. Une bonne partie de ces attendus, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sont probablement valables pour la Grande-Bretagne comme pour la France et plus généralement pour la plaque européenne. Et ensuite, on vous présentera un travail qui a été fait par Carbone 4 pour proposer une méthode à un décideur local quand il veut évaluer ex ante les résultats vraisemblables d'une nouvelle offre qu'il proposerait aux personnes qui habitent quelque part. Donc l'idée, c'est, je suis un décideur local, j'ai une situation de départ qui est ce qu'elle est, je propose quelque chose de nouveau, vous verrez les 3 exemples sur lesquels on a travaillé. Est-ce que je peux avoir une idée des ordres de grandeur du résultat? Est-ce que je ne vais faire que de l'induction de trafic? Est-ce que je vais faire du report modal? À peu près dans quelle proportion? Et c'est quoi les bénéfices ou les inconvénients, donc ce qu'on a coutume d'appeler les externalités économiques ou environnementales, de ce que je m'apprête à faire? C'est une méthode qui a été d'entrée de jeu conçue comme du fast and dirty. Donc l'idée, c'est pas de faire des calculs sophistiqués. Quand on a les données, on peut toujours les faire. L'idée est justement de proposer quelque chose qui est, en l'absence de toute information contextuelle un peu précise, est-ce que je peux quand même avoir une idée de ce qui va se passer? Voilà, donc j'ai 20 minutes réglementaires, je crois. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup plus. Je vous le disais tout à l'heure, la première chose, le premier élément de contexte dans lequel on se situe est quelque chose qui, depuis qu'on tient des statistiques économiques de type PIB, est raisonnablement inédit en Europe. C'est que si on mesure le PIB par individu, là je vous montre en France, mais en Grande-Bretagne ça ressemble beaucoup, depuis qu'on tient ce genre de statistiques de manière un peu sérieuse, on va dire le début des années 60, eh bien il se passe quelque chose depuis 2007 qui est inédit. C'est une rupture de pente, une vraie rupture de pente, une érosion à l'échelle européenne, c'est-à-dire que le PIB par personne à l'échelle européenne est en train de descendre. Et pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la comptabilité nationale, il est vraisemblable du reste que ça irait encore plus vite si on déflatait les actifs comme on déflate les biens courants. Cette tendance, quand on la regarde non pas en valeur absolue, mais sur sa variation, c'est-à-dire sur le taux de croissance ou de décroissance, elle est encore plus nette. Vous avez ici, pour la France, alors la légende est en anglais, bonne nouvelle, pour la France et depuis 1960, la variation de la croissance du PIB par personne. La croissance ou décroissance, évidemment, à ce moment, ça s'appelle une récession. Et ce que vous voyez, c'est que la variation de la variation, donc la variation de ce taux de croissance, est très clairement une baisse. C'est-à-dire que la croissance du PIB par personne dans les années 60 était de l'ordre de 5%, puis vous voyez que c'est descendu à de l'ordre de 2-3%, puis c'est descendu à de l'ordre de 1%, et puis maintenant c'est 0. Et vous avez pour l'avenir, évidemment, un tout petit sujet qui est, est-ce que nous allons avoir le rêve de tout candidat aux élections, c'est-à-dire qu'on va revenir à la valeur moyenne sur la période 2% par an, ou est-ce qu'on va s'inscrire dans la tendance qui est la continuation du très plein que vous avez ici? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le paysage structurel, ça sera la récession. C'est-à-dire qu'il y aura chaque année un peu moins de PIB par personne. Si on est dans la deuxième option, qu'aucune loi de la physique n'interdit, à ce moment, ça veut dire qu'on se retrouve à raisonner dans un paysage qui est totalement nouveau et a en particulier une caractéristique qui est extrêmement importante pour la planification de n'importe quoi, c'est que vous avez une double peine si jamais vous vous trompez dans vos choix. Dans un univers en expansion, vous pouvez faire à la fois des choses intelligentes et des choses stupides. Les choses stupides n'engendrent pas d'effet d'éviction sur les choses intelligentes puisque vous avez assez d'argent pour faire les deux. Dans un univers en récession, si vous faites des choses stupides, non seulement c'est stupide, mais en plus vous avez perdu l'argent qui vous aurait permis de faire des choses intelligentes. Donc votre critère d'arbitrage change du tout au tout. Et là, je ne suis pas en train de faire de l'idéologie pro-croissance, pro-décroissance, ce n'est pas le sujet. Si on se place du point de vue très pratique de l'investisseur dans des infrastructures qui sont censées servir la collectivité, eh bien, si vous vous trompez de choix, à ce moment, vous avez la double peine. Alors, ça pose un problème important qu'on constate en France. Je ne sais pas si la Grande-Bretagne vit le même drame, entre guillemets, ou pas. C'est que la capacité de projection à long terme de la puissance publique est devenue quelque chose d'assez désolant, on va dire. Et cette capacité de projection à long terme, résiduelle, elle se trouve plus facilement du côté des acteurs privés que du côté des acteurs publics. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans le métier qu'on fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas complètement sans influence aussi dans le débat de ce matin, parce que ça veut dire que c'est celui qui a intérêt qui se retrouve aussi être en position de devoir convaincre la puissance publique de faire des choses qui paraissent intelligentes.
Évidemment, c'est une situation qui n'est pas toujours très simple à gérer. La deuxième caractéristique européenne en ce moment, alors ça par contre les grands bretons ils sont bien meilleurs que nous là-dessus parce qu'ils l'ont vécu avec leur tripes et avec leur propre puits de pétrole et avec leur propre débat sur est-ce que l'Écosse avec le pétrole doit rester chez nous ou pas, c'est la baisse de la disponibilité en pétrole en Europe. Cette baisse de la disponibilité, elle a connu deux temps en fait. Vous voyez qu'elle a connu un premier temps après les chocs pétroliers. La quantité de pétrole consommée en Europe croissait très très vite. Ça s'est mis à croître beaucoup moins vite. Donc il y a eu un temps de correction après les chocs. Puis après, vous voyez que ça recommence à croître. Et ça recommence à croître jusqu'en 2006, c'est-à-dire 2 ans avant Lehman Brothers. Si vous regardez la consommation de pétrole dans les pays de l'OCDE, ça passe par un maximum partout 2 ans ou 1 an avant Lehman Brothers. Donc dit autrement, ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise qu'on consomme moins de pétrole. Dans ma vue de la manière dont le système fonctionne, c'est parce qu'on a moins de pétrole qu'il y a eu la crise. Vous avez très souvent dans les raisonnements économiques quelque chose qui voudrait que d'abord vous avez de la croissance qui vient de Mars, et ensuite, avec la croissance qui vient de Mars, il y a une demande en énergie et on consomme de l'énergie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est d'abord vous avez de l'énergie, ça vous permet de créer des flux physiques, et ces flux physiques ont une contrepartie qui s'appelle les euros. Et quand on comptabilise les euros, ça s'appelle le PIB. Donc c'est parce qu'on a l'énergie qui permet de créer les flux que derrière on a la contrepartie économique des flux qui s'appelle le PIB. Quand vous avez moins de pétrole, toute chose égale par ailleurs, vous avez moins de transport, donc vous avez moins d'échanges, donc vous avez moins de PIB. Ça marche très bien dans tous les pays dans lesquels vous tenez ce genre de statistiques. Alors la raison pour laquelle l'offre en pétrole se contracte en ce moment en Europe, et c'est une contraction subie, c'est tout simplement parce que l'approvisionnement domestique, à savoir la mer du Nord, est en déclin. La mer du Nord décline à raison de 5 à 8% par an. Et l'approvisionnement importé décline également parce que la production mondiale est devenue raisonnablement stable depuis 2005, à quelques variations près. Et comme nous sommes en concurrence avec la fraction solvable des pays émergents et avec la fraction solvable de la population des pays domestiques des pays producteurs, eh bien, les importateurs historiques ont un résiduel importable qui a tendance à se tasser. Si vous avez un approvisionnement importé qui se tasse et un approvisionnement domestique qui se tasse, moins plus moins, ça fait moins. Vous avez tous appris ça à l'école. Vraisemblablement, ça va continuer. Donc, en tout cas, mon pari, c'est que ça va continuer. Et ce n'est pas le débat de ce matin, mais la baisse du prix du pétrole ne va pas changer grand-chose à ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien historique entre prix et volume sur le pétrole. Vous avez ici donc 2 cartes concernant l'Île-de-France qui illustrent une des conséquences sociales liées à ce que je viens de vous raconter. Dans la mobilité, si j'ai bien retenu les leçons du professeur Brotteau, en France, à peu près 1/3 de la mobilité en voiture, c'est domicile-travail, 1/3, c'est des déplacements courts pour d'autres motifs, et 1/3, c'est la mobilité longue distance. Je n'ai pas dit de bêtises? La mobilité domicile-travail est totalement contrainte. Vous avez un travail, vous y allez, vous n'avez pas de travail, vous n'y allez pas. Et en général, ce n'est pas la distance au travail qui est, c'est un critère, mais ce n'est pas nécessairement le premier critère, en particulier quand c'est travail ou pas de travail, ce n'est pas du tout le premier critère. Et quand vous regardez d'un peu près, du reste, il n'y a pas de lien évident entre le salaire payé à quelqu'un et la distance qu'il parcourt pour se rendre au travail. J'ai connu des gens travaillant dans des grandes surfaces et gagnant le SMIC qui faisaient 50 ou 60 km le matin pour aller bosser. Donc voilà. Et ce que vous voyez sur ces 2 graphiques, c'est que la distance que doivent parcourir les actifs pour se rendre au travail, qui est figurée ici, et quand vous allez du blanc au rouge, vous augmentez cette distance, ne recouvre pas la position des revenus des ménages dans l'échelle des revenus de l'Île-de-France. Et vous avez en particulier une partie significative de la population qui a des déplacements contraints pour aller au travail très longs et qui par ailleurs se trouve en bas de l'échelle des revenus dans les revenus franciliens. Bien évidemment, ces gens-là se retrouvent pris en tenaille dans le scénario que je viens d'évoquer, parce que moins de revenus, en général, ça éjecte en premier du système économique, enfin moins de PIB, pardon, ça éjecte en premier du système économique les gens qui sont les moins adaptables, donc les bas revenus, ceux qu'on a mis loin dans la périphérie, et par ailleurs, une offre en pétrole plus contrainte, ça contraint en premier, pardon pour la répétition du mot, les gens qui ont besoin de la plus grande quantité de pétrole pour se rendre au travail. Donc ces gens-là se retrouvent pris en étau et on ne dissertera pas ce matin sur les conséquences électorales, mais il y a un débat intéressant à ouvrir là-dessus. Le cas de l'Île-de-France n'est pas isolé. Aujourd'hui, une bonne fraction, à peu près la moitié de la population française, vit dans une espèce d'entre-deux qui n'existait pas il y a un siècle, qui n'est pas vraiment la ville, qui n'est pas vraiment la campagne, qui est cette espèce d'aire à structure de métiers urbaine.
c'est-à-dire que le genre de métier qu'exercent les gens qui habitent dans ce genre d'endroit, c'est des métiers de type urbain, c'est des métiers de service dans un bureau ou dans un magasin, pour dire les choses de manière un peu brutale, avec un tissu physique qui n'est pas celui de la ville historique, c'est-à-dire R+3 avec les bâtiments collés les uns contre les autres. Et ce tissu entre deux, qu'on a coutume d'appeler le périurbain ou le périphérique, enfin il y a un débat sémantique intéressant sur la question, est typiquement là où nous avons décidé de travailler en ce qui concerne la méthode qui va être exposée un peu plus tard, c'est-à-dire on n'est pas dans la ville-centre historique où c'est assez facile d'avoir des transports lourds rentables, on n'est pas dans la campagne profonde où vous pouvez imaginer de mettre tout ce que vous voulez comme transport en commun, en général économiquement ça ne flotte pas. On est dans cette espèce d'entre-deux où la question se pose de savoir si oui ou non c'est intéressant de faire quelque chose. Alors, fin du paragraphe sur l'entre-deux. Vous avez ici la contrepartie économique de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que ces ménages qui étaient dans les couronnes un peu excentrés de grands pôles urbains sont ceux qui sont plus particulièrement concernés par le problème que nous allons évoquer, parce que c'est des gens qui ont des dépenses obligatoires de transport qui sont plus élevées que le reste de la population. Et, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est lié à l'accès au foncier, en général des gens qui ne sont pas dans la première moitié de la fourchette de revenus, mais plutôt de l'autre côté. Alors, une fois qu'on s'attaque au problème, il y a 1 milliard de manières de faire. Il y a des gens qui disent on va regarder des expérimentations de terrain et puis on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais pour ça, il faut avoir l'argent pour faire les expérimentations et un peu de recul. Vous avez des gens qui disent on va faire appel à un consultant qui va nous faire une théorie. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant est un mix entre les deux. Je vais commencer par de la théorie. Et alors, il y a une théorie, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, que j'adore, qui s'appelle la règle de 3, qui en général est quelque chose qui est très utile pour cadrer les réflexions. Alors, la règle de 3 que je vous propose part des émissions, alors part pas de la consommation de pétrole stricto sensu, mais des émissions de CO2. Retenez que les émissions de CO2, c'est une manière agrégée de parler de la consommation d'énergie fossile. Et ça tombe bien, c'est aussi une manière de parler de l'impact sur le climat dont deux présidents successifs, celui du pays et celui de la SNCF, en l'espace d'une semaine, ont expliqué que ça allait être une grande affaire d'ici à la fin de l'année. Donc voici, donc je vais commencer par partir des émissions de CO2 et je vais faire quelque chose qui normalement, après 3 tasses de café, devrait à peu près passer, qui dit qu'elles sont égales à elles-mêmes. Jusque-là, je pense qu'on devrait être d'accord. Je vais diviser et multiplier mes émissions de CO2 par l'énergie. Alors, je fais apparaître ici un premier terme qui est le contenu en carbone de l'énergie. Et ça, c'est le débat sur est-ce que je remplace le pétrole par des agrocarburants, est-ce que je remplace le pétrole par du gaz, est-ce que je remplace le pétrole par de l'électricité décarbonée, parce que si vous faites l'électricité au charbon, ça ne marche pas. Est-ce que je remplace, etc., etc. Et je multiplie par l'énergie. Je vais, comme on parle des transports, diviser et multiplier par les véhicules kilomètres. Donc ici, je fais apparaître la quantité d'énergie utilisée par véhicule kilomètre. Ça, c'est la consommation des véhicules. Ensuite, je divise et je multiplie par les passagers kilomètres. Ici, je fais donc apparaître l'inverse du taux de remplissage. C'est combien de véhicules kilomètres j'ai par passager kilomètre. Plus mon taux de remplissage augmente, plus ce terme diminue. Et donc, toute chose égale par ailleurs, plus mes émissions de CO2 diminuent. Et je divise et je multiplie par voyage ou déplacement. Donc ça, c'est mes déplacements. Et je ramène tout ça à la population. Donc, ce que je viens d'écrire avec ma règle de 3, c'est que les émissions de CO2 par personne pour la partie liée au transport, évidemment, sont le produit de 5 termes, à savoir le contenu en CO2 de l'énergie que j'utilise, la consommation spécifique des véhicules que j'utilise, l'inverse du taux de remplissage des véhicules que j'utilise, la distance moyenne par déplacement des gens qui se déplacent, et enfin le nombre de déplacements par personne. Question, si je veux faire baisser ce qui est à gauche, soit parce que je pense que c'est bon pour le climat, soit parce que je pense qu'on n'a pas le choix parce que l'offre en énergie fossile est déjà contrainte à la baisse, qu'est-ce que je peux faire baisser à droite? Donc c'est une règle de 3 très simple, mais qui cadre le raisonnement. Alors la première chose que je peux faire, c'est dire je vais faire baisser le contenu en CO2 de l'énergie, et comme je le disais tout à l'heure, c'est je fais de l'électricité décarbonée. Je rappelle que si je fais de l'électricité au charbon, le résultat est pire qu'avec du pétrole, à masse et puissance équivalente pour le véhicule. Si je fais mon électricité avec le mix européen actuel, c'est comme le pétrole, en termes de CO2 par véhicule kilomètre, si j'ai des véhicules qui sont à masse et à puissance identiques.
Je peux remplacer le pétrole par du gaz. C'est également quelque chose qui est en train qui est sur la table. Et si le gaz, c'est du biogaz, évidemment, ça décarbone encore plus. Après, je peux travailler sur la consommation du véhicule. Alors là, on n'a pas attendu les brillants consultants de Carbone 4 pour réfléchir à ça. C'est un truc qui est récurrent chez les constructeurs automobiles depuis très, très, très longtemps. Et à ce moment, on peut réfléchir diminution de taille, diminution de poids, diminution de vitesse et moteur plus efficace. Et puis, on peut aussi parler éco-conduite. C'est quelque chose qui a un réel impact. Bien évidemment, on peut mieux remplir les véhicules. On peut diminuer la portée des déplacements et on peut diminuer le nombre de déplacements. Alors, en ce qui concerne le nombre de déplacements, pour ceux d'entre vous qui connaissent, vous savez qu'il y a une espèce de constante biologique en ce qui concerne nos déplacements. On est probablement parce qu'on est des animaux et des prédateurs, donc ça fait très longtemps qu'on sort tous les jours de la grotte pour aller voir dehors ce qui se passe. Et quand vous regardez le nombre de déplacements par personne et par jour, c'est rigoureusement stable depuis qu'il y a des statistiques qui sont à peu près fiables, qui sont suivies sur la question. Ce qui veut dire que tous les gens qui réfléchissent télétravail, démobilité, etc., s'ils pensent qu'on supprime le nombre de déplacements en valeur absolue, à mon avis, se trompent. Par contre, si on remplace le fait d'aller au bureau par le fait de faire le tour du quartier à pied, ça, on peut en discuter. Mais biologiquement, je pense qu'on a besoin de sortir de chez soi, sinon ça s'appelle une prison. Quand vous empêchez les gens de sortir de chez eux toute la journée, ça s'appelle une prison. En général, on n'est pas très content d'y aller. Donc, j'insiste là-dessus parce que très souvent, j'ai vu des réflexions, encore une fois, sur le papier qui étaient « il n'y a qu'à diminuer le nombre de déplacements ». Je pense que dans cette équation, c'est le truc qui est le plus difficile à faire. C'est le truc qui est le plus contre nature. Tout le reste, à mon avis, se discute. Alors, évidemment, tous ces divers critères n'ont pas le même potentiel, ne sont pas activables dans les mêmes échelles de temps et ça ne dépend pas nécessairement des mêmes acteurs. Par exemple, si vous voulez travailler sur le contenu en CO2 de l'énergie, tous les acteurs de la chaîne énergétique sont concernés. Donc il n'y a pas que les gens qui organisent les transports qui sont concernés, et les infrastructures énergétiques, c'est capitalistique, donc vous allez parler de choses qui bougent à long terme. Si vous regardez la consommation du véhicule, là, pour que ça change, la consommation moyenne, il faut renouveler le parc. En période de croissance, en France, le parc met 15 ans à se renouveler. En période de récession, à mon avis, on sera plutôt à 30. Donc, la rotation du parc, ce n'est pas un truc qui se fait, hors mesures publiques, type prime à la casse, etc. Donc, c'est quelque chose qui est raisonnablement long terme aussi, et ça ne dépend pas que des organisateurs de transport, bien évidemment. Vous avez la distance par déplacement sur laquelle on peut jouer. Sur les déplacements dont on parle, c'est-à-dire la mobilité quotidienne, c'est très lié à la structure de l'urbanisme. Et la structure de l'urbanisme, c'est également quelque chose qui se déplace à long terme et avec beaucoup de capitaux. Il faut détruire et reconstruire. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous faites en une semaine. On peut travailler sur le nombre de déplacements, et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une barrière biologique. Il n'y a pas de barrière capitalistique, mais il y a une barrière biologique. Et enfin, vous pouvez jouer sur le taux de remplissage, où là, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer dans l'horizon de court terme. Pour la suite, on va se concentrer sur deux choses sur lesquelles on peut jouer à raisonnablement court terme. C'est taux de remplissage et consommation du véhicule. Bien évidemment, quand vous passez de la voiture au bus, par exemple, vous jouez sur les deux en même temps. Prenez un véhicule qui consomme plus, il est beaucoup mieux rempli, mais vous avez joué sur les deux en même temps. Donc voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'idée de ce qu'on a développé, c'est quelque chose d'un peu rustique qui, en l'absence de données de terrain, s'inspire de choses qui existent déjà pour proposer quelques ordres de grandeur qui permettent d'apprécier assez vite où on se situe en termes de pertinence écologique et économique sur quelque chose qu'on aurait envie de faire. Et on a travaillé sur 3 offres. La première, c'est les bus express qui sont mis en périphérie ou en zone périurbaine, qui sont dans la couronne urbaine, c'est-à-dire dans l'aire d'attraction économique du centre-ville pour des gens qui sont dans un tissu urbain qui n'est pas de type centre-ville. Et ça permet de jouer à la fois sur la consommation, alors par véhicule ça l'augmente, par passager ça la baisse, et sur le taux de remplissage. Une deuxième offre sur laquelle on a travaillé, c'est le covoiturage. Alors ça joue directement sur le taux de remplissage des véhicules existants. Et enfin, une troisième offre qu'on a regardée,
c'est le transport à la demande. Le transport à la demande, dans la mesure où il substitue une ligne régulière, est quelque chose qui joue sur la consommation du véhicule, parce que vous pouvez mettre un véhicule qui est adapté et donc qui consomme éventuellement moins, sur le taux de remplissage évidemment, et ça joue également sur le nombre de déplacements, puisque vous avez nécessairement, pour ces trois offres, mais la question se pose plus particulièrement pour le transport à la demande, la question de l'effet d'induction. C'est-à-dire, est-ce que vous faites du report d'un déplacement qui existait déjà, ou est-ce que vous rajoutez un déplacement qu'avant les gens faisaient à pied en faisant le tour du pâté de maison, comme je disais tout à l'heure, et après ils vont le faire avec un mode motorisé. Alors la méthode est assez simple. Le principe général, c'est vous regardez la nouvelle offre qui est amenée dans un paysage existant, et vous regardez ses caractéristiques intrinsèques. Donc en gros, le moyen que vous amenez, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il coûte, etc. Et vous allez regarder comment est-ce que cette nouvelle offre se compare par rapport à ce qu'elle substitue. Alors évidemment, pour partie, elle substitue, comme je le disais tout à l'heure, pour partie, elle rajoute. Il peut y avoir des effets d'induction. Vous verrez après les hypothèses par défaut qui sont prises pour les trois offres qu'on a examinées. Vous allez faire une évaluation du flux qui va être concerné par cette nouvelle offre. Et cette évaluation est assez simple à faire. À partir du moment où l'offre existe et où vous avez pris une hypothèse sur le taux de remplissage, vous avez par construction le nombre de gens qui ont été transportés. Avec les hypothèses qui vont derrière sur les taux de report et les taux d'induction, vous avez par hypothèse ce que vous avez évité. Après, il suffit de faire le bilan et vous avez le résultat à l'arrivée. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui est à grand coup de serpe. C'est des additions, des multiplications. Mais ça a le gros avantage de pouvoir se mettre en œuvre, vraisemblablement sur une offre nouvelle en 4 minutes 30 ou à peu près, et ça vous permet de savoir très très vite si on parle de 1, 10, 100 ou 1000. Et maintenant que j'ai quelques cheveux blancs, j'ai constaté que les modélisations sophistiquées qui permettaient de remettre en cause l'ordre de grandeur initial que vous avez bâti à grands coups de règle de 3, ce n'est pas fréquent. Donc en général, la première règle de 3 vous situe assez vite là où vous vous trouvez, si vous n'avez pas fait d'erreur dans les éléments du système que vous prenez en considération. En général, c'est ça la limite au raisonnement un peu rustique. Alors la première offre, comme je le disais, qu'on a regardée, c'est les bus express, dont vous avez ici un exemple que certains d'entre vous connaissent bien, qui est celui de l'A14. Alors, les quelques éléments d'ordre de grandeur qui sont proposés par défaut dans la méthode, donc on dit en gros, si vous avez les éléments qui sont propres à votre offre, vous savez quelle est la gare construite par Vinci Construction, très chère évidemment, il faut faire beaucoup de PIB pour faire plaisir à M. Macron. Si vous savez quels sont les aménagements de voirie qui ont été faits, etc., vous avez les moyens, et le trafic prévisionnel, vous avez les moyens de connaître votre coût d'infrastructure par passager kilomètre. Si vous n'avez pas les moyens, on a fait un échantillonnage d'un certain nombre de trucs existants, puis on vous dit, prenez donc 0,5 centimes par passager kilomètre, et vous n'êtes pas très loin de la vérité. Voilà, c'est ça l'idée. En ce qui concerne le carburant, vous prenez un engin qui consomme 30 litres au 100 parce que vous êtes à vitesse stabilisée sur autoroute, et avec 1 litre à 1,50 €, donc vous voyez, on avait été conservateur, 17 passagers par véhicule, etc. Si vous n'avez pas d'idée particulière, prenez donc 2,6 ou 3 centimes par passager kilomètre pour le carburant, vous n'êtes pas très loin de la vérité. En ce qui concerne le chauffeur, pour le moment, ces emplois sont encore payés au salaire à peu près médian dans ce pays. Donc voilà ce que ça vous coûte par passager kilomètre. Et enfin, bien évidemment, il faut acheter le véhicule. Et ça vous met aussi des coûts par passager kilomètre. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est si vous n'avez pas d'idée particulière sur la question, prenez donc 8 centimes par passager kilomètre et vous n'êtes pas très loin de la vérité. Ça ne sera pas 80 et ça ne sera pas 0,8. Voilà, vous n'êtes pas très loin de la vérité. En ce qui concerne le CO2 d'infrastructure et le CO2 de construction du véhicule pour ce genre d'offre ne déplace le résultat global que de 10 ou 15%. Donc ce qui va vraiment compter, c'est la consommation du véhicule. Et la consommation du véhicule pour ce genre d'offre vous amène à quelques dizaines de grammes. Donc vous n'avez pas d'idée, prenez donc 50. C'est très dépendant du taux de remplissage, évidemment. Ensuite, ça va déplacer des modes concurrents. Alors qu'est-ce que vous avez comme mode concurrent? La voiture. Là, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas d'idée, prenez donc 26. Et si vous n'avez pas d'idée, prenez donc 190 grammes par passager kilomètre. Ça intègre la construction de la voiture, c'est pour une voiture moyenne. Ça intègre le taux de remplissage moyen sur les déplacements courts du quotidien, qui est évidemment inférieur au taux de remplissage moyen national, qui intègre aussi la longue distance, donc les vacances où vous êtes bien rempli. Enfin, vous êtes bien rempli. La voiture est bien remplie. Ça va déplacer, s'il y en a déjà un, du train. Donc une partie des gens qui se déplaçaient en train
n'importe quoi entre 0 et 100%, des gens qui sont dans le bus, ne prendront plus le train et prendront le bus. Et enfin, ça va déplacer des gens qui faisaient un parcours de manière plus compliquée en bus urbain, parce qu'il y a déjà des bouts de ligne dans un certain nombre d'endroits qui permettent de faire. Ce n'est pas nécessairement beaucoup de personnes, mais ça peut aussi se présenter. Toujours pareil, vous n'avez pas d'idée, prenez ces valeurs par défaut. Ensuite, il faut poser des hypothèses sur les reports modaux. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est en gros, il n'y a que 2 cas de figure à considérer pour un bus express. Ou bien votre territoire présente déjà une offre ferrée, ou il n'en présente pas. S'il ne présente pas d'offre ferrée, l'essentiel des gens que vous allez retrouver dans votre bus, je rappelle que c'est un bus qui est fait pour servir de la mobilité quotidienne. Hein. Donc là-dedans, et en particulier aux heures de pointe, donc vous allez avoir peu de gens qui vont faire leurs courses là-dedans et personne qui va partir en vacances. Hein. Donc vous allez essentiellement récupérer des gens qui viennent de la voiture, quelques personnes qui viennent d'un autre bus, et on considère en première approximation qu'il n'y a pas d'induction de trafic avec ce genre d'offre. Autrement, vous allez trouver assez peu de gens qui décident de prendre le bus pour aller faire un tour parce que ça va leur changer les idées. Votre bus va être essentiellement rempli avec des gens qui vont vraiment au travail ou faire leurs études, ce qui s'assimile évidemment au domicile de travail. Si vous avez déjà une offre ferrée, sur la base, alors ça c'est provisionnel, hein, sur la base de quelques, il y a peu d'échantillons, hein, mais sur la base de quelques échantillons qu'on a, on considère qu'il y a un report modal significatif en provenance du TER, mais qu'il n'y a toujours pas d'induction de trafic. Alors encore une fois, ça c'est pour vous donner une idée, si vous n'avez pas de chiffres précis sur le territoire, si vous avez les moyens de vous payer une très fine étude de marché qui permet de savoir à l'avance que Z% de la population va quitter le TER pour aller dans le bus, ben vous prenez évidemment Z. Hein. Ça, encore une fois, c'est pour sentir les ordres de grandeur ex ante. Et du coup, vous avez des résultats en ce qui concerne les moyennes des coûts de transport par personne qui se retrouvera dans le bus, et c'est évidemment une moyenne pondérée de ce qui provient des autres modes. Hein. Donc ça vous donne une moyenne pondérée que vous pouvez utiliser pour mettre en face de votre nouvelle offre. Et voilà quel est le bilan de l'affaire. Donc en gros, vous avez le bus tout à gauche, le référentiel qui est la combinatoire que vous avez fait avec les offres qui ont été reportées, hein, celles qui étaient utilisées avant et qui sont reportées, et vous avez à l'arrivée le bilan. Alors il y a un débat évidemment qu'on pourrait avoir qui est est-ce que quand vous mettez une nouvelle offre, ça vous supprime la part d'amortissement sur les offres existantes? Évidemment non. Vous n'allez pas supprimer l'infrastructure. Mais même si on se limite à l'aspect marginal, c'est-à-dire l'énergie et les émissions de CO2, vous voyez quand même que dans ce cas précis, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant globalement. Et en particulier, si vous n'avez pas d'offre ferrée, c'est extrêmement intéressant de faire ce genre de choses. Et en termes de capitaux, c'est considérablement plus light que de faire une offre ferrée. Et c'est considérablement plus modulaire, c'est-à-dire que si vous vous êtes trompé sur l'endroit où vous avez mis les arrêts, c'est assez rapide de reconfigurer la desserte de votre territoire. Hein. Donc typiquement, quand vous regardez, on en parlera peut-être un peu plus tard, alors je suis désolé pour nos amis londoniens, l'offre madrilène, qui est celle qu'en général on cite en exemple, vous voyez qu'avec des investissements qui ne sont pas extrêmement élevés, eh bien, on arrive à capter un trafic qui est extrêmement significatif sur les déplacements pendulaires. Voilà, donc là, on a regardé 3 cas de figure. Alors là, avant, je vous avais donné les indicateurs unitaires. Là, vous avez les bilans globaux. Et donc, bon, je vous laisserai, le truc diffusera, donc vous regarderez les chiffres qui sont là, qui sont évidemment indicatifs. Après, on peut s'intéresser au covoiturage. Alors, pareil, on pose des hypothèses. Donc le covoiturage, on dit quand il est fait aux heures domicile-travail ou domicile-études, c'est essentiellement du report modal. À cette heure-là, personne ne part voir ailleurs le temps qu'il fait. Il s'agit bien de covoiturage courte distance. On considère que l'induction de trafic donc, est faible à négligeable et les investissements sont très légers. Il faut éventuellement construire quelques parkings, mettre en place un site internet, etc. L'essentiel des investissements qui s'appellent réseau de télécom et smartphone pour tous ont déjà été faits par ailleurs par les personnes concernées. Là, c'est pareil, vous voyez le genre de bilan auquel on peut arriver. Et bien évidemment, avec les hypothèses qui sont posées, on a une baisse. C'est logique, les gens ne prennent plus leur voiture, ils prennent celle du voisin, puisque c'est posé par... Alors ça, c'est l'effet de court terme. L'effet de moyen terme reste ouvert. Enfin, la question reste ouverte. Il y a vraisemblablement un peu d'induction de trafic à moyen terme.
Voilà, donc le bilan qu'on tire des quelques cas qu'on a regardés, c'est que le bus express et le covoiturage pour les déplacements du quotidien sont des solutions qui sont intéressantes. Donc la question évidemment est comment ça peut se développer. L'offre de transport à la demande, on a regardé des trucs. Alors c'est beaucoup plus limité dans les volumes que ça concerne aujourd'hui. C'est vraiment une offre de territoire rural, plus que de territoire urbain. Voilà, donc et puis, je dirais, les hypothèses par défaut à poser sur le transport à la demande, et en particulier la part d'induction, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une hypothèse par défaut dont on se dit, celle-là, c'est la bonne, on est très confiant là-dessus. Par contre, ça a une utilité sociale. Quand vous regardez les gens qui se déplacent dans ce genre d'offres, c'est très souvent des gens qui n'ont pas ou plus accès à la voiture comme chauffeur. Hein, soit qu'ils sont trop vieux, soit qu'ils sont trop jeunes. On peut faire un peu plus simple. Voilà, là on vous a présenté encore une fois quelque chose de fast and dirty sur des offres assez simples. Après, il peut y avoir des offres plus compliquées dans lesquelles la prise en compte des éléments supplémentaires est quelque chose qui peut être un peu moins simple. Par exemple, si vous commencez à avoir des infrastructures dédiées, à ce moment, il faut les intégrer. Les valeurs par défaut ne sont pas nécessairement... il faut les calculer. Voilà. Vous pouvez avoir des systèmes un peu dynamiques pour le covoiturage. Je vous montrerai un exemple juste après. Et puis, plus vous allez vers des choses exotiques, évidemment, plus la méthode peut toujours s'appliquer à des choses exotiques. Par contre, le fait d'avoir des valeurs par défaut, qui sont souvent issues de l'observation, devient d'autant plus difficile que ça a été peu expérimenté. Hein, c'est une évidence que je viens de vous dire. Donc voilà un exemple de covoiturage dynamique. Le covoiturage dynamique, c'est il n'y a pas juste un point de chargement et quelques points ou peu de points de déchargement. En gros, c'est une espèce d'Uber, quoi. Je suis désolé de prononcer ce mot aujourd'hui. Dit autrement, vous avez une espèce de validité permanente de l'offre et d'adaptation un peu et de place de marché, on va dire, un peu permanente. Et en plus, vous avez, c'est comme dans une vraie place de marché, vous avez des futures. Donc, l'utilisateur potentiel peut évaluer ses chances de succès s'il souhaite se déplacer plus tard dans le temps avec une analyse prévisionnelle de l'offre qu'il pourra trouver à ce moment-là.